Fidèle au poste, mesdames et messieurs, ce dimanche, nous avons le réel plaisir de recevoir un homme des médias. Il détenait de main de maître l'hebdomadaire Référence Plus avec monsieur Ipakala Abeyi André. Nous allons décortiquer la formule et consacrer l'actualité de la semaine. Il est député national élu de Bafouassende dans la province de la Chopo. Et chose rare pour cette législature, il est le seul élu indépendant. Bonne année et très heureuse de vous recevoir. Merci pour l'être. Monsieur Ipakala. Journaliste, homme des médias, aujourd'hui député national. Mais on vous reproche souvent, vous qui étiez journaliste, quand vous devenez député, vous oubliez la presse, les mots de la presse. Par exemple, la loi sur le délit de la dépénalisation. On en est où? Oui, je pourrais vous dire que vous avez tout à fait raison, mais je commence par rectifier. La référence est un quotidien. Ah, quotidien, merci. Voilà, Quotidien, voilà. quotidien. On a la référence, on a la référence magazine qui est un mensuel. Ok, merci, c'est un Voilà. quotidien. Alors, j'aimerais vous dire que par rapport à la loi sur la dépénalisation de la presse, donc au Parlement, il y a toute une procédure. Et si certains députés, dont moi-même, on a eu à reprocher l'ancienne équipe, c'est parce que quand on prend une initiative parlementaire, donc ça se bloque quelque part. Donc ça ne suit pas les cours normaux. Je peux prendre mon cas, c'est depuis le 29 mai. Le 29 mai 2020, que j'avais introduit une initiative parlementaire où je disais, je voulais que la vice-première ministre, ministre du Plan, puisse venir à l'Assemblée. Parce que tout le pays au monde, on ne peut pas travailler avec les à peu près. Il faut un plan. Quand on a une mauvaise planification, on aura aussi une mauvaise programmation. Exactement. Et en termes du développement, il faut les indices du développement. Les statistiques, j'avais posé la question au directeur des statistiques. Il me dit, bon, l'année 2019, on a eu que 4 fois les frais de fonctionnement sur 12 mois. Alors, ils ne nous produisent pas les statistiques. Je voulais assez On navigue à vue depuis l'élection du président de la République. Voilà, j'ai dit... Il n'y a aucun plan... Bon, mais écoutez, c'est des choses à peu près... Bon, il y a le PNSD, moi mais ça pose un problème. J'aime bien me replonger dans l'histoire. Je sais qu'à l'époque, sous Mobutu, il y avait quand même des plans quinquennales, tout ça et tout ça. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun plan. On ne sait pas qu'est-ce qui va être fait. On travaille comment? Je vous dirais ceci, je ne peux pas affirmer qu'il n'y a aucun plan. Il y a un semblant de plan. Il y a un semblant de plan, mais ce que je te dis ici, vous pouvez vérifier au niveau du directeur de statistiques. 2019, bon, l'État, le frais de fonctionnement, c'est seulement 4 fois. Mais il va produire les statistiques comment? Quand je vous parle des statistiques ici, au niveau du ministère des Plans, je suis en train de vous dire que, prenons la ville de Kinshasa. On dit, on veut l'adduction d'eau dans la ville de Kinshasa. Si jamais on disait, à Kinshasa, c'est 1 million. Hein? Prenons ça comme statistique. Alors que Kinshasa, c'est au-delà de 1 million. Au-delà de 1 million. Mais qu'est-ce qu'on a fait là-bas? Donc, on n'a rien fait. Et ça, c'est vrai pour tous les domaines. La RDC a cessé. D'abord, la RDC, c'est scandale. Scandale géologique, scandale en ceci, scandale. Mais on a cessé de parler de la RDC comme premier producteur d'or, premier producteur de ceci, parce qu'on n'a pas de données statistiques fiables. Et là, ça pose un problème. Mais j'ai introduit une initiative comme ça, bloquée. Du mois de mai jusqu'à son départ, rien. On me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh non, mais écoutez. Et ça, j'ai pris cet exemple, c'est aussi vrai pour toutes les autres initiatives. Prenons pour la presse, dit dépénalisation. Mais les gens vous disent, ah, mais cette presse-là, qui vient avec un couteau dans l'autre main, comment on va dépénaliser ça? Ça, je veux aussi vous dire que je fus très longtemps président de l'association des éditeurs de journaux. Sous d'autres cieux, les avions étrangers qui atterrissent ici devaient acheter nos journaux locaux, mettre ça à bord. Exactement. Mais ceux qui doivent nous faciliter, ils ont dit non, mais ces gens-là, ils nous critiquent, on ne favorise pas ça. Mais j'ai dit, c'est la loi, il faut appliquer ça. Voilà la difficulté.
Donc, les initiatives sont bloquées. Sont bloquées tout simplement. On ose croire que ça va se débloquer. Et les voilà. dans la Chopo, quels sont, c'est vrai, nous voulons bien savoir quels sont les problèmes de la Chopo particulièrement, un ou deux. Qu'est-ce que la population de ce recoin du pays a comme problème? Je dois commencer par Bafouassende. Pour dire que moi, quand j'ai été programmé élu, ça c'est par la Cour constitutionnelle. Parce qu'à un moment, on a commencé à manipuler. Et vous savez que là où il y a un seul siège, il n'y a pas de seuil. La CENI a commencé par dire que, oh, monsieur Ipakala, c'est le seuil que vous avez. J'ai dit non. Parce que moi, avant d'aller aux élections, j'ai posé la question aux dirigeants de la CENI. Est-ce que je peux aller postuler? Il n'y a qu'un seul. Il me dit, monsieur, allez-y. Là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et je suis allé. Et sur 26 candidats de partis politiques, moi, j'étais le 27e indépendant. Donc, ma candidature est présentée par la fondation qui porte mon nom, la fondation Ipakala. Et bien avant, je suis allé sur base des ODD, les objectifs de développement durable. J'ai posé la question aux gens de Bafouassende. Depuis le matin, tu as déjà pris combien de fruits? Parce que l'OMS nous exige de prendre 5 fruits par jour. Je peux reposer cette même question à Congo Web ici, parce que depuis le matin, vous avez pris combien de fruits? Je ne sais même pas, depuis qu'il a mangé une mangue. Voilà. Alors, même le fruit coûte cher. Même voilà. les fruits coûtent Voilà. cher. Donc, même alors, j'ai dit, non, il faut, ça doit être ça, notre point focal. Et j'ai dit, nous devons lutter contre, entre guillemets, je dis, nous devons lutter contre une certaine dame. Ce n'est pas Paulette, hein. Mais cette dame-là s'appelle Madame la pauvreté. Parce qu'à Bafouassende, vous trouverez qu'il y a du coltan, il y a de l'or, il y a... Là-bas aussi. Oui, il y a du diamant, il y a 18 essences de bois, mais la population vit dans l'extrême pauvreté. Nous avons 1000 kilomètres de routes de cette agricole. Et ils ne sont pas construites, ils sont abandonnés. Pas du tout, pas du tout. Dernièrement, ici, on dit, bon, vous allez d'abord commencer par 100 km, je dis, mais 100 sur 1000, ça va faire quoi? C'est une goutte d'eau dans l'océan. Alors, je dis, il faut que nous puissions chasser Madame la pauvreté. Mais j'ai amené les images de la RN4. Mais la RN4, la transafricaine. Route nationale numéro 4. Voilà. Oui. Transafricaine. Mais il y a des commerçants qui disent, ils ne peuvent pas louer un véhicule. Ils préfèrent maintenant louer des motos. Mais moto, ça va transporter quelle quantité? Relier Butembo à Bondo par moto. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Je dis, mais les autorités, ils regardent, bon, c'est comme si vous allez trouver à un endroit 1000 véhicules et ça commence à poser problème. Et ces véhicules, il y a des véhicules qui viennent de la Tanzanie, qui viennent du Kenya, de l'Ouganda, Somalie, avec du pétrole, et ils payent leurs taxes, mais ils passent la nuit dans la forêt, ça seulement parce que notre gouvernement, il n'a pas de route. Et j'ai dit à ce gouvernement, la meilleure formule, notre gouvernement, j'avais dit ça au Premier ministre sortant, que monsieur le Premier ministre, vous avez beaucoup d'argent à jeter par la fenêtre. Parce qu'on ne peut pas concevoir. La route de Matadi, Kinshasa-Matadi, c'est asphalté. Kwasumbalesa, asphalté. Mais pourquoi pas les autres? Voilà. Et ça, c'est vers la partie ouest ici, où il ne pleut pas beaucoup. Mais alors, la partie nord-est, où il pleut beaucoup. Abondamment, presque donc, tous les jours. À chaque fois que le gouvernement peut mettre l'argent pour réhabiliter, après un mois, tout est parti. Moi, j'ai dit, il faut asphalter. Là, vous trouvez la solution. Merci. Nous allons en reparler tout à l'heure. La télé, c'est les temps. C'est pas comme la référence plus où vous avez la plume et vous écrivez autant de caractères. Nous, nous courons derrière le temps. Nous allons commencer par le social, mesdames et messieurs. Nous allons parler de l'impôt foncier. Nous avons vu comment M. Ipakala parle avec passion de la province de la Chopo. Il n'y a pas de route et tout ça. Mais l'impôt aussi, beaucoup de Congolais n'aiment pas payer l'impôt. Vous savez pourquoi? Ils ont les raisons. Et parmi les impôts, il y a l'impôt foncier. Nous allons en parler tout à l'heure. Et nous allons parler des cours. La reprise des cours. Beaucoup de parents se plaignent, mesdames et messieurs, de cette absence de cours. Beaucoup ont donné leurs raisons. Les bars sont ouverts, les marchés sont ouverts, les églises sont ouvertes. Mais pourquoi pas les écoles? Et dernièrement aussi, nous sommes tous parents, nous essayons par tous les moyens à combler ce vide. Il y a des cours par Internet, sur WhatsApp et tout ça. Et d'ailleurs,
Certaines écoles demandent 10 $ pour la carte SIM et payer les professeurs pour faire des cours sur WhatsApp, sur des groupes WhatsApp. J'ai avec moi un député national. Quel est le cas de Bafwa Sende, là-bas dans la Chopo? Nous allons parler tout à l'heure, après ce premier condensé. Les bailleurs de la ville-province de Kinshasa sont unanimes sur le fait qu'ils ne connaissent pas les modalités et la procédure pour le paiement de l'impôt foncier édicté par les autorités de la ville de Kinshasa. Bobi impôt pas quoi l'État nde bafuta kawana na bien hote na yoka na tanga kala ba papa na biso bafuta kango kasi tango biso to botam to kucha muti ba impôt na yoki on ka epa na bino to yoka ka mais en tout cas non to tikala. Comme on a même attaqué que Balbaya qui non pas vous impôt ça en tout cas jusque là en tout cas non chose waka mbongo wakati ya futi ozwi mbongo pa ou bien yo futi ba ya mbongo c'est tout mambo impôt en tout cas tiki mbuta banana lelo to komi na ngobila en tout cas biloko ana yebani pété. D'autres par contre disent en avoir déjà payé à la banque mais à l'époque de l'ancien gouverneur André Kimbuta Yango. Impôt foncier na yebi to banda ko futa ngona na époque ya Kimbuta mais jusqu'à présent tout le monde a raté ba le karana et loro mokote balaksa biso comment de to ko futa fiche rempli ou bien deni do ko sala. Quant à ces bailleurs s'insurgent contre la décision prise par les premiers citoyens de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, pour les paiements des impôts fonciers. Solution de ba congolais. Yozo bangala gende futa ba impôt wana banen. Est-ce que ba konjo bazawa no alikolo wana? Ben pour na ba futaka ngo siko ben po biso sikoyo ba peuple to na se tozo rato futaka mbongo akenda suna ba poche na bango mamba ben po en tout cas congolais ayebi eloko wana ata mukete et puis to futa pe na biso yango te po mbongo izate ozoteka lokolo ozoteka to futa na moyenne. Certains Kinois invitent l'hôtel de ville de Kinshasa de sensibiliser la population kinoise sur l'impôt foncier afin de permettre aux contribuables de l'impôt foncier sur les revenus locatifs et aux loyers échous de s'acquitter massivement de leurs obligations fiscales. À quand la reprise des cours dans les écoles? Le ministre Willy Bakonga répond que la date sera révélée dès que la situation le permettra. Il tient également à préciser que cette décision ne relève pas que du ministère de l'EPST. La décision de la reprise de cours n'est pas uniquement l'apanage du ministère de l'EPST. Dans les contextes sanitaires actuels, les experts de l'EPST ont travaillé sur plusieurs calendriers. Toutes ces propositions sont en examen au niveau du ministère, au niveau même du gouvernement et du comité multisectoriel de lutte contre la Covid-19. Et dès que la situation le permettra, le président de la République, chef de l'État, lèvera une option et la date vous sera communiquée officiellement. En attendant, le ministre de l'EPST rassure de tout faire pour sauver l'éducation nationale et appelle tous les acteurs et partenaires de l'éducation au calme. Je saisis aussi cette opportunité pour appeler au calme et à la sérénité aussi bien les enseignants, les élèves, les parents, les partenaires éducatifs. C'est une situation inédite que nous sommes en train de traverser. Nous mettons toutes les batteries en marche pour sauver l'éducation de nos enfants. Concernant sa prétendue arrestation, Willy Bakonga dit ne pas répondre aux rumeurs. Je ne réponds pas aux rumeurs. Ce qui est important pour moi, c'est de continuer à travailler pour l'éducation de nos enfants. Il s'y est de noter que la rentrée scolaire 2020-2021 avait déjà débuté avec plus d'un mois de retard à cause de la Covid-19 et a été suspendue en décembre 2020 avec l'arrivée de la deuxième vague de cette maladie. Monsieur Ipakala, vous avez suivi les Kinois. Ouais. L'impôt foncier, on ne connaît pas trop. Même si on en entend parler, mais on ne connaît pas les modalités. Comment payer, où payer, quelle fiche remplir et tout ça. La faute à qui? Aux responsables ou à cette population qui ne s'intéresse pas à cet impôt? Moi, je dirais que c'est la faute est partagée. Il y a pour le gouvernement provincial, il doit commencer par la vulgarisation. Il faut vulgariser
payer l'impôt foncier, c'est important. Donc, je dirais pas seulement l'impôt foncier, payer l'impôt en général, c'est important. C'est pour la marche du pays. Les Quinois aussi, quand ils disent qu'ils ne connaissent pas, il faut réellement qu'ils réclament à ce qu'on puisse leur expliquer c'est quoi. Mais c'est quoi, c'est quoi l'impôt foncier, en fait? Mais écoutez, pour ceux qui ont des parcelles, la surface bâtie. Donc il y a des experts immobiliers qui viennent, ils calculent pas seulement la surface bâtie, ils calculent aussi selon les communes. Quelqu'un qui est de la Gombe, si pour payer l'impôt foncier, ce n'est pas la même chose comme quelqu'un qui est à Selembao. Hein? Un propriétaire qui est à Selembao ne pourra pas payer la même chose comme le propriétaire qui est à la Gombe. Alors, pardon, il faut canaliser ça, parce que le problème du Congolais, c'est qu'on paye, mais on ne voit pas ce qu'on fait avec résultats, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent, voilà. Évidemment, c'est ça la grande problématique. Et c'est ça le grand problème. Il faut que le gouverneur puisse expliquer, puisse vulgariser, avant de larguer les gens pour sommer à payer, il lui faut la vulgarisation, c'est important. Donc, les Congolais, pour les droits civiques, ils sont appelés à payer. Par rapport au cours, vous savez bien que la Banque mondiale a suspendu l'aide de quelques 100 millions de dollars pour la gratuité de l'enseignement par rapport au rapport de l'IGF. Vous êtes un élu de Bafouassende. Comment ça se passe d'abord les non-activités scolaires là-bas? Comment les parents font? Comment vous faites pour encadrer les enfants? Écoutez, c'est catastrophique. Parce que Bafouassende déjà connaissait déjà une situation dramatique où il n'y a pas eu beaucoup d'écoles. Et les quelques écoles là-bas, ils me posent tout le temps la question, mais on reprend quand? Et je dois vous dire que la formation, c'est tout ce qui est essentiel pour la vie. Vous savez que moi, à Bafouassende, j'ai lancé une activité, j'ai dit, tout le monde à l'école. Tout le monde, pas seulement les jeunes. Oh, alors, certaines mamans me disaient, ah, moi, je dis, oui, toi aussi tu dois rentrer à l'école. Mais la formation, il y a certaines jeunes filles qui ne savent pas certaines recettes, ne savent pas préparer. Mais s'il y a une maman qui peut l'apprendre, mais cette maman la passe pour un professeur, elle peut déjà l'aider à maîtriser telle recette. Et si elle est engagée dans un restaurant, voilà, elle trouve sa vie. La formation, c'est quelque chose d'essentiel. Maintenant, la formation de la jeunesse, donc c'est encore très indispensable. L'orientation vers... Mais ici, je dois vous dire que la Banque mondiale, avec le gouvernement congolais, il y a eu un deal. Un deal. Il y a eu un deal dans le sens de l'État devait payer, et se faire rembourser par la Banque mondiale. Mais maintenant, quand l'IGF est arrivé pour dire qu'il y a eu autant d'écoles fictives, il y a eu ça, la Banque mondiale dit, bon, ok, j'attends. On attend le rapport on attend. Donc, on attend. Mais cela met en mal la gratuité de l'enseignement. Qu'on puisse... Et beaucoup de parents, vous êtes député. Est-ce que vous en parlez à l'Assemblée nationale? Parce que beaucoup de parents disent, d'ailleurs, si bino bofetaka ensemble, plus de 500 députés boza ensemble, tout le monde bino dernièrement bomela na grand hôtel. Boza ensemble, mais sous kutu masque batie na bangoti. L'église est au sala. Biloko nyonso est au sala, mais pour nani bazo pekisa bana batanga. Parce que je ne sais pas, les parents disent trouver quand même des mesures palliatives. Soit on fait des cours rotatifs, des cours tout ça, mais bana batanga. Lelo toyebi qu'il y a des écoles qui demandent par exemple $10 pour créer des groupes WhatsApp pour bana batanga. Est-ce que le ministère peut canaliser? Le ministère ne peut pas canaliser cela. Voilà. Parce que tout ça, ça se fait à l'insu du ministère, à l'insu... Nous, les parents, nous payons, nous trinquons aujourd'hui pour faire étudier nos enfants. Vous avez tout à fait raison. Mais je dois vous dire qu'il faut nuancer. Nuancer dans quel sens? Parce que le ministère de l'EPST ne peut pas prendre à lui seul la décision de dire, bon, on reprend. Mais il y a l'autre ministère de la Santé. Il y a les task force par rapport à Covid. Si aujourd'hui, les enfants reprenaient et qu'il y a un taux de mortalité, on commence à perdre les enfants. Voilà pourquoi il y a tout ça. Il faut balancer. On dit, il faut, comme une deuxième vague ici, au niveau du pic, il faut amorcer la descente. Quand on va amorcer la descente, là on dit, ok,
c'est sans danger aux enfants. Donc, la même façon dont nous réclamons que les enfants reprennent, c'est aussi de la même façon qu'on va dire au gouvernement. C'est un gouvernement irresponsable. Comment nos enfants sont en train de mourir comme des mouches. Mais les mesures palliatives, parce que je sais que même ailleurs, on trouve des palliatifs. Parce que voilà. Le retard, comment on va combler ce retard? Moi, je dois vous dire ceci. Le ministère de la Santé et les autres partenaires, moi, là où je suis en train de les attaquer, il y a un Congolais qui a fait des recherches, Manocovid et tout ça, mais tout ce que les Congolais mettent en place, donc on ne veut pas valoriser ça, alors qu'il y a des résultats. Mais nous avons même suivi le ministre Teni Longondo qui a dit que nous, comme les Congolais ne veulent pas respecter les gestes barrières, ben la seule mesure, c'est le vaccin. Et pourtant, le vaccin, là, ça soulève un tollé de par le monde. Voilà. On veut nous imposer un vaccin, parce que nous sommes parmi les pays choisis pour ce vaccin expérimental. Moi, je n'entre pas dans cette histoire de vaccin parce qu'il y a beaucoup trop de messages où les gens se contredisent, tout. Mais je dois surtout vous dire qu'il y a aussi de recherche des Congolais. Mais vous savez, l'industrie pharmaceutique se bat toujours pour ne pas valoriser ce qui est fait en Afrique. Donc, on me dit, c'est qui? Un chercheur américain. Ah bon, c'est bon. Un chercheur français et russe. Mais quand on dit un chercheur congolais, écoutez, revoyez un peu, voilà, le protocole et tout voilà. ça. Et moi, j'ai conseillé aux gens. Tout à l'heure, je vous ai dit ici que vous avez mangé combien de fruits, mais je pense que quand nous, on mange bio, on peut résister contre coronavirus et on pourra avoir l'endurance. La preuve est que, les Occidentaux disaient qu'en Afrique, ça sera l'hécatombe. Mais ce n'est pas l'hécatombe. Quand les mamans ont commencé, citron, ceci, tout ça, Congo Bololo, ce sont les mêmes Occidentaux. Oh non, pas ça. Mais ils ne vous disent pas que comme c'est efficace, on ne veut pas que vous puissiez prendre vos histoires. Prenez ce qui arrive chez nous emballé. Est-ce que vous pouvez, nos investisseurs, si je peux les appeler comme ça, indiens, il y a certains, les Congo Bololo aussi, c'est maintenant dans des sachets. Oh là là. Les Indiens Ils ont compris le marché. Nous allons continuer, nous allons entrer en politique, mesdames et messieurs. Vous le savez, le président de la République est à la tête de l'Union africaine pendant une année. Nous allons en parler tout à l'heure et savoir un peu sa politique. Qu'est-ce qu'il compte faire pendant cette année à la tête de l'Union africaine? Déjà, nous avons eu vent qu'il va s'engager contre dans la problématique des eaux du Nil entre l'Égypte, l'Éthiopie et bien d'autres pays. Il a dit qu'il va essayer de trouver une solution. Et le protocole d'accord, vous le savez qu'il a fait sa dernière visite en Égypte. Le président a signé beaucoup de protocoles d'accord et vous le savez, il y a aussi cette ville, cette extension de la ville de Kinshasa qu'on appelle Kitoko. Voilà, il y a un architecte sénégalais qui a gagné le marché. Évidemment, ça, beaucoup d'architectes congolais se sont dit, ben voilà, on ne valorise pas, comme l'a dit toujours M. Bakala, on ne valorise jamais la main-d'œuvre nationale. Deuxième condensé, mesdames et messieurs. C'est ce samedi 6 février 2021 que s'est tenue la 34e session de la conférence de chefs d'État de l'Union africaine. Au cours de cette cérémonie, le président Félix Antoine Tshisekedi a reçu de main du président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki les symboles du pouvoir de la présidence en exercice de l'Union africaine. Dans son discours, le chef de l'État congolais a placé son mandat sous le thème « Art, culture et patrimoine levé pour le développement de l'Afrique ». C'est un immense honneur que tous les États africains ont fait à mon pays, la République démocratique du Congo, par ma modeste personne, en lui accordant la présidence de notre organisation continentale. La présente mandature, dois-je le rappeler, a pour thème principal art, culture et patrimoine, levier pour l'édification de l'Afrique que nous voulons. Nous voulons en effet une Afrique avec une participation active et massive des femmes et des jeunes, moteur d'un développement durable et inclusif. Signalons que Félix Tshisekedi succède à ses postes au président sud-africain Cyril Ramaphosa.
Ici est de noter que l'ouverture de cette 34e session de l'Union africaine s'est déroulée en visioconférence pour éviter la propagation de la maladie à Covid-19. Le pays de Félix-Antoine Tshisekedi va bénéficier de 16 000 km de fibre optique. C'est la résulte d'un protocole d'accord qui vient d'être signé entre la RDC et l'Égypte. C'est la Société congolaise des postes et télécommunications représentée par Madame Chantal, directrice générale à l'intérim, et la firme égyptienne Benia qui ont officiellement conclu cet accord sous l'œil vigilant du président congolais. Présent au Caire, Félix-Antoine Tshisekedi a tenu à assister à cet événement car il en est le garant afin de matérialiser son plan national du numérique en son premier pilier infrastructure, socle du développement numérique. Du ministre de Pétentique, Augustin Kibassa Maliba, en passant par le président de l'autorité des régulations des postes et télécommunications, Christian Katende, et bien d'autres officiels congolais étaient également présents à cette cérémonie. Ici également de noter que cet acte est le fruit de plusieurs discussions menées durant l'année 2020 entre le ministre Kibassa et les responsables de la firme Benia. Il s'agit de la construction de 16 000 km de backbone qui devrait augmenter la connectivité de la RDC à l'Internet. Nous avons pour le moment à peu près 16 millions d'abonnés. On voudrait en fait que cela passe à près de 70 millions d'abonnés. Il y a eu des discussions entre la SCPT et la société Benia. C'est un projet qui a été initié par le ministre des PTT. Et nous, comme autorité de régulation, nous venons voir de quelle manière ces discussions se déroulent. Et c'est un sujet très important pour nous parce que c'est une dorsale qui va être significative pour le développement du numérique. Le déploiement de 16 km de fibre optique va permettre à la RDC de passer de 16 à 70% de pénétration en termes d'Internet. Monsieur Ipakala, le président Félix-Antoine Tshisekedi est à la tête de l'Union africaine. Quel est l'avantage, d'abord tout premièrement, d'être à la tête de cette institution? Qu'est-ce que ça apporte pratiquement à la République démocratique du Congo? Bon, je dois d'abord commencer par féliciter le président Félix-Antoine Tshisekedi. Et il a eu la confiance de ses pairs pour conduire pendant une année notre organisation continentale. Et vous savez, être à la tête de l'Union africaine, donc trancher, devenir comme un monsieur, un arbitre, ou celui qui doit résoudre les conflits, c'est très important. Une responsabilité assez lourde. Voilà. Et je dois aussi vous dire que l'Afrique, bon, quand moi je parle de l'économie, je vous parle du commerce international, l'Afrique n'a que 3% la part du commerce international. Mais alors qu'au moment où nous vous parlons, l'Asie est déjà à 35%. Donc, il faudra essayer de revoir par-ci, par-là, comment l'Afrique, avec ce que nous appelons ZLECA, la zone d'échange et tout ça, il faut voilà, il faut que l'Afrique puisse se battre. Pas se retrouver toujours, valoriser ce qu'on produit ici. Vous savez, par exemple, en RDC, le fait d'exporter des matières premières ou des bois sans un traitement, sans donner la valeur ajoutée, donc ça nous met toujours en difficulté. On n'a pas de recettes importantes. Mais donc, beaucoup disent, j'ai un homme de presse avec moi, essayez d'expliciter, parce que beaucoup disent, nous avons déjà beaucoup de problèmes internes. En République démocratique du Congo, la situation de l'Est, la pauvreté, vous l'avez dit, la famine, pas de courant, il y a beaucoup de problèmes, pas de gouvernement à l'Assemblée nationale, et voilà, tout est un problème. Et le président Félix-Antoine Tshisekedi prend encore une autre charge, celle d'être l'arbitre de l'Afrique, je me permets cette expression. Serait-il à la hauteur? Si déjà en interne ça ne va pas, est-ce qu'à l'externe ça ira? Oui, mais je dois vous dire que le monde aujourd'hui c'est un petit village. Ok. Donc, on ne peut pas être dans un petit coin, on dit, nous, RDC, nous restons dans notre petit coin. Donc, on est ensemble avec les autres. Mais il faut bouger. Donc, dans ces grands ensembles, il faut que la RDC puisse faire valoir ce qu'il a. Et je vous ai dit ici que la RDC a, par exemple, le barrage d'Inga ou Inga 3. Si on construisait la RDC, peut donner de l'énergie à une bonne partie de l'Afrique. Donc, en étant là-bas,
il peut éventuellement faire avancer ce genre de dossier. La RDC a beaucoup de choses à donner. Je peux encore vous dire que la RDC est le seul pays en Afrique et en Europe, c'est l'Allemagne, avec 9 frontières. Le troisième pays qui a cette frontière, c'est Afghanistan. Donc, voilà, le fait d'avoir 9 frontières, la RDC doit exporter la paix, doit exporter ce qu'on produit. La RDC ne peut pas être là en train d'importer ceci, tout ça. Je vous ai parlé des statistiques ici. À un moment, on disait que la RDC importait 200 000 tonnes de riz. Mais je dois encore vous étonner que la RDC et la Chine, ce sont les 2 pays avec chacun 80 millions de terres arables. Si vous allez en Chine, les gens mangent 3 fois. Mais en RDC, il faut travailler. Il faut travailler, il faut travailler. Donc, nous, on devait exporter le riz, les histoires, tout ça. Il faut qu'on travaille. Déjà, le premier, parmi les promesses déjà, parce que le président en a parlé, il va s'impliquer dans la gestion des eaux du Nil. Il y a déjà eu presque un balai diplomatique ici en République démocratique du Congo, le Soudan, l'Éthiopie, l'Égypte, les pays qui sont voilà, dans cette affaire. Est-ce que le président Tshisekedi va vraiment résoudre, parce que c'est vraiment un problème complexe, hein, la gestion des eaux du Nil. Il peut arriver à régler ça, parce que nous aussi nous avons ce problème ici, hein, qu'on se voile pas la face, la problématique des eaux du fleuve Congo. Hein. Donc nous devons alimenter le bassin du fleuve vers le Tchad là-bas, voilà, parce que là-bas c'est la désertification. Voilà. Donc tout le regard est tourné vers les eaux du fleuve Congo. Comment résoudre tout Bon, je commence par la RDC. Je pense que les experts avaient dit à nos frères du Tchad, du Nigeria, hein, menacés par la sécheresse. Hein. La sécheresse, me dit, bon, écoutez, une bonne façon de vous aider, ça allait prendre l'eau du fleuve là où il se jette à l'océan, donc à l'embouchure. Vous en avez parlé à l'Assemblée nationale, ce problème? Non, pas encore. Disons, non, bien avant. Il y a eu des réunions des experts. Okay. Parce que si jamais on prenait au niveau de l'Équateur là-bas. La province orientale même. Non, je me dis non, ça ne va pas. Sinon, même le barrage d'Inga ne serait pas alimenté. Voilà, ça va poser problème. Et j'ai commencé par ça pour vous dire que, tu vois, le fleuve Nil, ça commence même en RDC. Vers l'Ouganda, non? La source mais il y a une partie des eaux qui commencent en RDC, mais c'est minime. Voilà. Mais ça va, Ouganda, et puis Éthiopie, Soudan. Éthiopie, Soudan et Égypte. Donc, Soudan et Égypte, ils ont des problèmes, ils sont menacés par le désert. Et pour irriguer, ils ont besoin des eaux du Nil. Alors, comme l'Éthiopie commence par le barrage, si c'est de Renaissance, donc l'Éthiopie doit prendre en compte les débits que les autres vont avoir. Donc, ne pas les mettre en difficulté. Et c'est pourquoi le président a dit c'est une question de résolution pacifique des conflits, quelque chose comme ça. Et la guerre de l'eau, c'est une guerre terrible. Hein? Voilà, je pense qu'il va trouver la formule. Et je vous disais que le président Tshisekedi, pour la partie est de la RDC, donc on vous parle des ADF, tout ça. Là aussi, c'est une nébuleuse. Et on ose croire que sa position en Afrique, parce que je vous disais ici qu'on n'est pas en vase clos, il y a déjà les Tanzaniens qui étaient là, les Sud-Africains, les autres. Donc il va encore, comme il a mis son état-major à Goma, avancer. Nous voulons vraiment mettre un terme sur cette histoire pour que nous puissions réellement avancer. Le deuxième président africain à être à la tête de l'Union africaine, après le maréchal Mobutu, donc plus de 50 ans déjà. Est-ce que le président Tshisekedi peut-il apporter une touche particulière? Quelle est sa vision? Est-ce que vous avez une vision de ce qu'il veut apporter à l'Union africaine? Vous savez, d'abord, je dois commencer par vous dire que je vous ai parlé des 9 frontières. Donc, les Africains, ils ont des attentes au niveau de la RDC. Je peux vous étonner, à un moment, à une réunion panafricaine, où il y avait des Congolais, quelqu'un se lève et dit « Les problèmes de l'Afrique, c'est la RDC. » Oh, un Congolais dit « Quoi ?» Oui, je confirme, c'est la RDC. Si vous relevez la RDC, toute l'Afrique va se développer. Voilà. Donc, beaucoup de pays africains
ils attendent énormément de la RDC. Il faut réellement que nous puissions travailler. Et ici, je rejoins le fait, président de l'IDPS, c'est quelqu'un qui disait le problème du Congolais, c'était un problème mental. Je vous ai parlé de madame la pauvreté ici, mais il y a la pauvreté mentale, monétaire et matérielle. Donc il faut travailler la tête du Congolais. Si nous, on doit se mettre au travail, on va renverser la situation, on va nourrir toute l'Afrique, on va faire beaucoup de choses. Il faut que nous puissions réellement travailler. Il faut qu'impérativement le mandat du président Fachi soit une réussite. Voilà, absolument. À la tête de l'Union africaine. Il a dit pour la RDC qu'il salue Mebanda. Alors, au niveau de l'Afrique aussi, il faut qu'il salue Mebanda. Nous lui souhaitons en tout cas bonne chance et beaucoup de travail à la tête de cette organisation. C'est quand même, il est maintenant l'ambassadeur de la République démocratique du Congo pour l'Afrique et nous espérons que le bilan sera largement positif à la tête de l'Union africaine. Nous allons parler maintenant de votre assemblée. Un nouveau président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, nous allons parler un peu de lui, tracer un peu son portrait. C'est un style journalistique, M. Pakala connaît très bien. Nous allons savoir un peu qui est qui, parce que c'est ça aussi le problème avec nos autorités d'aujourd'hui. Beaucoup de gens ne savent pas d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et beaucoup déclarent d'ailleurs qu'à Kinshasa, en RDC, chance est comme Eloko Pamba, les gens qui débarquent comme ça, voilà. Donc, vaut mieux savoir un peu qui prend la tête de telle ou telle institution, c'est toujours une bonne chose. Et moi, je crois que le dernier Ouzou que j'ai lu, le dernier livre qui détaillait un peu les CV des hommes politiques, c'était celui écrit par Mabi Mulumba. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a encore tenté de faire un autre Ouzou en République démocratique du Congo. Et nous allons parler aussi du Premier ministre, parce que c'est ça la finalité, en fait, avoir un autre Premier ministre en République démocratique du Congo. Vous savez que Ilunga Kamba a déposé, il n'est plus Premier ministre, il est en train maintenant vraiment de comment on dit, les affaires courantes, d'élaguer vraiment les affaires courantes en attendant le nouveau Premier ministre qui probablement, je vais poser la question à M. Pakala, serait d'ensemble, de plateforme d'ensemble, parce que c'est le partage du gâteau, comme on dit. Troisième condensé, mesdames et messieurs. Cette dernière journée de la session extraordinaire à la Chambre basse du Parlement était plus décisive pour les députés de l'Union sacrée. La plénière était essentiellement consacrée à l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Scrutin remporté sans surprise par le ticket de l'Union sacrée. Christophe Mbosso a été élu président avec 389 voix, alors que Jean-Marc Kabunda Kabound et Vital Baniwezizé, respectivement premier et deuxième vice-président, l'ont remporté avec 365 voix et 367 voix. C'est à 23 heures passées de quelques minutes que le bureau Mbosso a été installé par les représentants de la population. Dans son discours, le nouveau speaker de la Chambre basse n'a pas manqué de remercier le chef de l'État, initiateur de l'Union sacrée pour la nation. Permettez-moi de remercier Monsieur le Président de la République pour sa vision de l'Union sacrée de la nation, ainsi que à mes deux collègues, l'honorable Gaël Boussa et l'honorable Aminata. J'exprime ma profonde gratitude à l'endroit du garant de la nation. Maintenant que tout le peuple congolais est rangé derrière lui, il y a lieu d'espérer légitimement que nous allons vaincre ensemble toutes les vicissitudes et les poches d'insécurité qui équiment et désolent encore l'est de notre pays. Désormais, et avec l'aide de Dieu Tout-Puissant, tous les espoirs sont permis. Christophe Mbosso a saisi l'occasion pour conscientiser les élus. Plus d'un Congolais attend du bureau Mbosso la mise en place de réformes urgentes, notamment celles liées à la loi électorale et à la centrale électorale, ainsi que les contrôles parlementaires. Pour célébrer l'avènement du nouveau bureau, les députés nationaux ont clôturé la journée du mercredi à Pullman Hotel dans une ambiance festive sous invitation de Christophe Mbosso, successeur de Janine Mabunda. D'abord, la nomination d'un informateur, cela est conforme à la constitution de notre pays. Et la nomination aussi d'un formateur, c'est le pouvoir discrétionnaire du président de la République qui entre en jeu. C'est lui qui apprécie la personne capable à former le gouvernement. Et Mondé Sebati Lukwebo a travaillé comme formateur
il a rendu un bon travail, un bon service. Il a fait un rapport correct au président de la République. Et étant donné qu'il connaît certaines ambitions des hommes politiques, nous ne nous trouvons pas mal sur le président de la République par son pouvoir discrétionnaire peut les reconduire comme formateur. Vu les temps, parce que nous courons tous derrière les temps, si le président de la République estimait qu'il peut encore former le gouvernement, je peux dire, c'est judicieux. C'est judicieux parce qu'il a les atouts, c'est un rassembleur d'abord, ce n'est pas un conflictuel et il n'a jamais été trempé dans les dossiers sales, même dans la corruption. Donc nous estimons qu'il revient au président de la République de porter son choix sur la personne qui peut bien diriger le gouvernement et surtout que le chef de l'État a une impulsion pour la transformation de la République démocratique du Congo. La personne de Modeste Batsui ne peut pas déranger l'opinion. Monsieur Epakala, Monsieur Bosso, chairman de l'Assemblée nationale, il est connu, il a commencé sa politique depuis l'époque de Mobutu, si je ne me trompe pas. Et beaucoup disent que beaucoup de nos politiques ne sont pas constants. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, est-ce pour vous une transhumance politique, manque de constance ou c'est la réelle politique? Vous devez vous adapter à n'importe quelle situation. Bon, moi, je me refuse d'entrer dans des commentaires qui parfois ne sont pas très fondés. Mais je dois vous dire que la réalité, c'est quoi? C'est que la cohabitation FCC-Cash n'a pas donné des résultats attendus. Et le président de la République, s'il allait continuer à croiser les bras, lui, il allait porter la responsabilité de l'échec. Il fallait qu'il bouge. Parce que les Congolais qui ont applaudi, ils disent que l'alternance, c'est vraiment une première fois. Mais les mêmes Congolais disaient, mais la situation est en train de se dégrader, ça va de mal en pire. Donc lui, comme les garants de la Constitution, devait réagir. Et il n'a pas réagi en solo, il a appelé les gens, sa consultation. Les gens lui disent, non, il faut mettre un terme au mariage FCC-Cash. Effectivement, c'est ce qu'il a fait. Alors, très souvent, on vous parle de l'union sacrée de la nation. Vous faites partie de l'union sacrée? Oui. L'union sacrée de la nation, on dit une philosophie. Moi, par exemple, je peux vous dire que je suis tout à fait sidéré, chez moi à Bafoussende, que nous puissions être le producteur de beaucoup de produits vivriers, si je peux me répéter, avec à peu près 18 essences de bois et tout ça, mais la population vit avec moins de $2. Donc c'est contradictoire. Je dis, il faut absolument que ça change. Il faudra se mettre au travail en mettant en première position l'intérêt général. C'est cette vision que partage l'Union sacrée. Voilà. Et moi je dis, la RDC, j'ai eu à un moment à publier les budgets, la hauteur des budgets des pays africains. Mais la RDC avec un budget, pas des chiffres. Mais ça pose problème. C'est un peu moins que la ville de Paris, le budget de la ville de Paris. M'a dit, pourquoi ça? Il y a ce qu'on appelle coulage des recettes. Donc, à un moment, on vous construisait des histoires hors budget. Oh, mais qu'est-ce qui ne va pas? Donc, c'est pour dire que ces pays, les recettes de ces pays étaient orientées vers des individus. Il faut mettre un terme. Mais aujourd'hui, je vous ai parlé des infrastructures routières. Mais à un moment, le gouvernement vous dit, non, émergence. Je me dis, non, quelle émergence? La RDC a mis une croix sur l'émergence. Parce que si on ne peut pas construire des infrastructures routières, sanitaires et autres, on ne peut pas parler d'émergence. On ne peut pas parler d'émergence. Mais, franchement, est-ce que c'était une élection, vraiment, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, ou simplement un plébiscite? Parce qu'il n'y a pas eu de challenger, président, vice-président. Et les gens disent que la seule vraie élection, c'est celle du questeur adjoint, là où Colette Chomba a gagné.
Parce que les autres, là, c'était un plébiscite, il n'y avait qu'un seul candidat. Comment vous avez accepté ça? Et pourtant, vous êtes le temple de la démocratie. C'est un genre de plébiscite. Je dois aussi vous dire que, au niveau de l'Assemblée, hein, vous savez, il y a un proverbe africain qui dit une maison, là où vous ne dormez pas, vous ne savez pas là où ça sointe. Ok? À l'Assemblée, là-bas, c'est une histoire de partis politiques. Et les partis politiques, il y a des lois, il y a des règlements. On vous dit, vous, si vous voulez postuler, et vous devez, votre candidature doit être présentée par votre parti politique. Je vous arrête. Parce qu'un internaute m'avait dit de vous poser cette question. Voilà. Pour adhérer à l'Union sacrée, vous n'avez pas exigé le quitus des partis politiques. Vous avez dit la conscience de quelqu'un pour adhérer à l'Union sacrée. Le parti politique, vous vous en foutez d'ailleurs, vous ne voulez même pas qu'on s'adresse. Vous vous êtes adressé à chacun des députés, à la conscience. Là, le règlement intérieur, basta. Mais pour l'élection, vous revenez, vous dites non, c'est votre parti politique qui doit vous adouber. Et pourtant, si quelqu'un qui était par exemple membre du PPRD, qui quitte le PPRD et va à l'Union sacrée, étiez-vous sûr que le PPRD allait l'adouber? Vous avez faussé les jeux dès le départ. Bon, vous avez faussé le jeu. Vous savez, tout ça, ça dépend de quel angle vous prenez. Moi, je reviens sur le plan de droit. Sur le plan de droit, on va vous dire que, mais écoutez, l'interprétation des textes de loi ou même de l'arrêt là-bas, ce n'est pas n'importe qui doit interpréter. Donc, à la rue, voilà, à la rue, les gens interprètent, me disent, écoutez, il faut les laisser interpréter de leur façon, mais quand vous allez à la cour vous dit, voilà ce qui se passe. Donc, il faut que nous puissions faire un effort. Moi, je ne suis pas un constitutionnaliste. Je ne peux pas commencer comme ça à divaguer, interpréter. Je dis non, c'est avec beaucoup de réserve. Mais toujours est-il que ce qui s'est passé quand les collègues qui ont postulé sont allés à la cour, disons au niveau de la cour constitutionnelle pour déposer leur requête. On les a déboutés. Mais quand on les a déboutés, bon, qui va encore faire les recours? Par rapport au Premier ministre, le gouvernement va être incessamment nommé. Pour vous, vraiment un technocrate ou vraiment un politique? Parce qu'on n'a plus de temps à perdre, nous avons perdu 2 ans, parce qu'il y a eu trop de clash, trop de... Moi, je me dis d'ailleurs, personnellement, je me dis que c'était carrément de la cohabitation. Pour vous, que doit être aujourd'hui le profil du nouveau Premier ministre? Doit-il être quelqu'un qui obéit au doigt et à l'œil de Monsieur le Président, qui ne peut pas dire non au Président, un béni oui-oui du Président, ou un technocrate qui peut dire non au Président quand ça ne va pas? Ok. Moi je dois vous dire qu'on a réellement besoin d'un Premier ministre qui a la maîtrise de tout ce qui se passe en RDC. Donc, cette histoire de regroupement ou de ceci, où on peut encore nous mettre quelqu'un qui va commencer à apprendre, on n'a pas besoin de quelqu'un qui va commencer à apprendre. Donc, c'est comme, je donne souvent l'exemple de la SNEL, on vous dit, appuyez ici, ça va s'allumer. Toi, tu commences à appuyer, la lumière n'est pas là. On vous dit, mais on t'a dit appuyer ici. Donc, il faut quelqu'un qui vient, ils n'ont pas 3 mois d'apprentissage, non, il vient, il se met au travail. La RDC, je vous ai dit ici, et que sur le plan du budget, non, c'est scandaleux. Et tout ce que nous avons, on n'a pas un budget à des chiffres, mais alors qu'il y a énormément d'opportunités. Il faut quelqu'un qui a la maîtrise de ce qui se passe, des coulages, de ceci, qui peut venir nous dire, bon, voilà. Mais les bénis, oui, le président, vous savez, souvent dans les ministères, je pense que c'est ça, dans les ministères, on a un ministre. Mais les conseillers, ils doivent être des savants, qui connaissent plus que le ministre. Et ils peuvent apporter des éléments, me dire, Excellence, voilà, ici, c'est comme ça. Et on a besoin d'un Premier ministre qui va dire au président, voilà, si on faisait ça, ça va arriver à ceci, démontrer, parce que nous avons besoin du résultat. Le président a besoin des résultats. Les 3 ans qui restent, il faut qu'il démontre que, voilà, j'ai dit ceci, voilà, il y a un tel résultat. Pas de bras de fer inutiles. Donc, pour vous, avant de clôturer, Ipalaka, vous êtes un homme de presse, je cesse de le dire, donc un analyste qui regarde à froid. Est-ce que Ilunga Kamba était-il incompétent? Dites-nous froidement, est-ce qu'il était vraiment incompétent ou c'est une sanction carrément politique? Donc, moi, je dois vous dire ici que Ilunga Kamba, professeur d'université, dire qu'il est incompétent, ça, je ne peux pas affirmer. Mais Ilunga Kamba est venu
à la primature dans un système. On a demandé à ce qu'il puisse démissionner. Il a dit, laissez-moi consulter. Son autorité morale. Voilà. Mais déjà ça, on se dit, ce qu'il faisait ne venait pas que de lui. C'était dicté quelque part. Mais il y avait coalition, c'est tout à fait normal. Il y avait coalition vous à l'époque. Vous avez tout à fait raison. Mais je dois vous dire que ici, nous, même à l'Assemblée, partout, nous on a besoin du résultat. Le résultat. Et quand on favorise une minorité, et surtout cette histoire de l'autorité morale, donc un groupe qui trouve leur compte, non, on dit non, là ça ne marche pas. Donc il faut l'intérêt général de la République en première position. Ok, nous allons rester à l'hémicycle du Parlement, nous allons aller à la Chambre haute. Vous le savez aussi que Tambo Mwamba a démissionné. C'était vraiment cette semaine, la semaine des démissions. Tambo Mwamba a démissionné, mais il y a quand même des poursuites judiciaires, il y a quand même trop de dossiers qui pendent à ses pieds, permettez l'expression. Et nous allons rester dans le Sénat, nous allons parler un peu du Sénat, c'est cette chambre haute. Il y a une démission de presque tout le bureau. Celle qui a commencé à démissionner, c'était la questeur adjointe, si je ne me trompe pas, Madame Sona Kamitatou. Coucou à toi et bonne année. Et tout le monde a suivi. Et le seul qui reste, eh ben, c'était Sami Badibanga. Et avec un peu d'humour, on le surnomme Designated Survivor. Donc, le seul qui reste dans le bureau. Alors, mesdames et messieurs, nous allons en parler tout à l'heure. Qu'est-ce qui va se passer au Sénat aussi? Ce sera la même suite ou la même chose avec ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Plus de précision tout à l'heure. Le président de la Chambre haute du Parlement est sous le collimateur de la justice congolaise qui demande au sénateur l'autorisation de poursuites judiciaires contre lui. Selon les réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation, Alexis Tambo Mwamba aurait retiré 3 chèques de la BCC pour le compte du Sénat, dont le premier de 2 millions d'euros, le deuxième 1 million de dollars et le troisième 1 million de francs congolais. À en croire toujours les réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation, toutes ces sommes ont été retirées de la banque par les trésoriers du Sénat qui remettra 2 millions d'euros et 1 million de dollars américains au conseiller financier du questeur du Sénat. Et celui-ci, à son tour, remettra les 2 sommes au président Alexis Tambo Mwamba chez lui à la maison. Ces faits, selon le procureur, sont susceptibles de constituer une infraction de détournement de deniers publics. Pourtant, le président de la Chambre haute du Parlement est aussi visé par une pétition en destitution qui déjà, selon certaines sources, plusieurs signatures ont été récoltées et il ne reste plus que l'examen de la dite pétition. Affaire à suivre. Les démissions de membres du bureau du Sénat se sont enchaînées avant même la plénière de ce vendredi 5 février qui devrait étudier les pétitions signées par les sénateurs contre ces bureaux. Après que l'adjointe au rapporteur, Sona Kamitatou, ait déposé sa démission hier jeudi au bureau d'H en évoquant des convenances personnelles, le deuxième vice-président, Tiba Sibonge Mou, les questeurs Eric Roubouye et les questeurs adjoints Roli Lelo ont fait de même ce vendredi, chacun par une correspondance adressée au bureau d'âge de la Chambre haute du Parlement. Et en fin de compte, le président du Sénat, Alexis Tambo Mwamba, a lui aussi emboîté les pas. Mais avant, il transmet au bureau d'âge ses éléments de réponse face à la pétition. Seul le premier vice-président Sami Badibanga, issu de l'Union sacrée, n'a pas démissionné et la pétition initiée contre lui a été rejetée à cause de l'absence des pétitionnaires membres du FCC. Ainsi, Sami Badibanga reste le seul rescapé du bureau du Sénat dirigé jadis par Tambo Mwamba. Des troubles au niveau du secrétariat général relatifs aux nouveaux arrêtés signés par le ministre, précisément le 25 janvier 2021, portant nomination des cadres de commandement et de collaboration des 2 offices qui jadis étaient des services sous la houlette du secrétariat général. Avec l'arrivée de notre ministre, ingénieur civil
il a transformé ces deux services en office. Il a amené ses projets auprès du chef de l'État en Conseil des ministres et ces projets sont passés parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un contexte où nous cherchons l'efficacité des services de l'État. Après les conseils des ministres, le chef de l'État a instruit son Excellence Monsieur le Premier ministre afin qu'il puisse statuer sur ça. Et chose faite, l'Excellence Monsieur le Premier ministre a, dans un décret, statué sur la transformation de ces deux services en établissements publics avec une personnalité juridique. Et dès ces jours-là, ce sont des entités de l'État qui sont nullement sous la houlette du secrétariat général. Monsieur Ipakala, c'est vrai, vous allez nous dire, Ndako Vandite, Koyebate, Esikanini Maï Tangaka. Sami Badibanga est resté le seul du bureau. On l'a d'ailleurs surnommé le designated survivor, le seul survivant de ce bureau. Mais beaucoup se disent, pourquoi seulement lui? C'est parce qu'il est de l'Union sacrée? Bon, je ne comprends pas. La population ne comprend pas très bien parce que les autres ont démissionné, commençons par Sona Kamitatu et puis les autres, Matousila, les autres, tout le monde a démissionné, y compris Tambo Mamba. Pourquoi Sami Badibanga n'a-t-il pas démissionné lui aussi? Bon, je pense que cette question, je pense que c'est la plénière du Sénat qui devait répondre à cette question. Parce que c'est cette plénière-là qui a rejeté pratiquement la pétition. C'est parce qu'il est de l'Union sacrée? Bon, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas c'est quoi la motivation. Mais j'ai noté seulement que la plénière a rejeté. Oui, vous êtes député national, peut-être le règlement intérieur du Sénat est peut-être différent. Il y a un bureau d'âge au Sénat aussi, mais Sami Badibanga est là. Normalement, doit-il rester dans le bureau? C'est lui qui doit commander. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous avez une idée du règlement intérieur du Sénat? L'idée, je peux peut-être imaginer un peu. Qu'est-ce qui va se passer? Une tentative de réponse. Je vous en prie. Le fait qu'il y a déjà un bureau d'âge, les bureaux d'âge doivent conduire le plénière jusqu'à la fin. Donc, on note seulement qu'il y a un seul membre du bureau qui n'a pas démissionné. On doit pourvoir. On doit lui chercher un poste dans le bureau ou il doit carrément être aussi... Non, on doit pourvoir. Donc, s'il faut organiser, si le bureau d'âge doit organiser les élections, il va organiser pour le président. Et pas pour lui. Pas pour lui. Il va organiser pour les autres. Il garde son poste de vice-président à l'Assemblée nationale. Hein. Voilà. Et on va pourvoir les autres postes. Pour les autres. Voilà. Okay. Donc lui, il restera comme vice-président du bureau. On ne sait pas, on essaie d'imaginer. Je ne sais pas si... c'est la première fois que ça se passe. Oui, donc, je ne sais pas si il aura des ambitions pour aller un peu plus... être président bon, ça du je ne sais pas. Mais je sais seulement que lui, cette tempête-là ne l'a pas emporté. Ne l'a pas emporté. Voilà. Voilà, donc on essaie d'avoir ce scénario-là. Probablement, il resterait vice-président, mais s'il a des ambitions, il peut peut-être postuler comme président du Sénat. D'ailleurs, c'est ce qui s'est dit, que ce sera lui probablement le président, le nouveau président du Sénat. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, vous êtes député national, on vous a mandaté, Ipakala, les gens de Bafouassende vous ont mandaté, mais avec tout ce qui se passe, votre cote est vraiment à la baisse. Hein. Beaucoup de gens se plaignent que cette mandature, il y a trop de problèmes. Est-ce que vous pouvez nous rassurer aujourd'hui, vous regardez cette population de Bafouassende pour dire que le temps qui reste, nous allons travailler pour vous, nous allons vraiment atteindre la vitesse de croisière pour que tout aille bien. Vous savez, la RDC, je dis ici que c'est un pays atypique. Atypique du fait que depuis des lustres, on dit toujours un pays immensément riche potentiellement. Mais la population est en train de baigner dans la pauvreté. Alors, il faut justement changer ça.
Donc, faire en sorte que nous puissions travailler pour que ces richesses potentielles, nous puissions les transformer en richesses réelles. Et ça, il faut un engagement. Un engagement des élus, un engagement de tous les Congolais pour que maintenant, là, on commence. Vous savez, il y a énormément de fléaux qui rongent la RDC. Je vous ai parlé ici qu'on n'a qu'un budget à un seul chiffre, mais on ne veut pas de coulage, on ne veut pas de la corruption. Mais la corruption, il faut réellement combattre la corruption. La corruption, c'est ce qui est en train de mettre la RDC par terre. Donc, cette corruption, donc, il y a certains pays, quand vous êtes soupçonné, il y a même les autres qui ont des sanctions tout à fait sévères. Et ces sanctions-là, on ne commence pas par le petit peuple, ça commence à la tête. Donc, on vous dit ceci, et comme le président dit, la justice, elle doit être indépendante. Elle ne doit pas être taillée sur mesure, elle ne doit pas être seulement pour un groupe de gens et on laisse les autres. Donc, il faut travailler par rapport à ça. Et la RDC n'a pas besoin de beaucoup de temps. On peut se relever très rapidement. Vous avez dit un mot, M. Pakala, engagement. Moi, j'ai vu dernièrement beaucoup de députés signer un acte d'engagement envers Kabila à l'époque. Ils sont allés à, comment ça s'appelle encore, Kingakati. Ils sont partis vraiment avec l'air sérieux signer leur acte d'engagement envers Kabila. Et quelques mois après, c'est le revirement. Il y en a même qui sont aujourd'hui plus tshisekédistes que les Tshisekedi. Et les tshisekédistes de l'époque, je peux citer, je n'ai pas honte de le dire, prenons quelqu'un comme Steve Mbikai, qui est plus tshisekédiste aujourd'hui que les tshisekédistes d'antan, même plus que Peter Kazadi. La population, moi je me fais le relais de cette population, c'est dit, les politiques congolais ne sont pas constants, ne sont pas sérieux, il faut le dire. Nous sommes entre nous Congolais, ils disent vous n'êtes pas sérieux. La même personne qui applaudissait Kabila, la même personne qui a signé cet acte d'engagement aujourd'hui est pour Tshisekedi et qui a cet acte, même si ce n'est pas pour Tshisekedi, mais pour la vision du président de la République matérialisée par l'union sacrée. Cette population n'a plus confiance en vous. C'est la vérité. Il ne faut pas se voiler la face. Moi, je ne me voile pas la face. Je pose la question, on fait des petits sondages, on y pose, on dit, on n'a plus confiance en nos politiques qui nous représentent. Vous, vous êtes un député national. Regardez cette population. Qu'est-ce que vous allez dire à cette population aujourd'hui, avec cette crise de confiance entre vous et elle, avec cette population? Voilà. Non, vous avez tout à fait raison. Moi, je dois aussi vous dire que toute disposition inique, il faut combattre. Donc, je vous dis ici, ces gens qui signent des actes d'engagement, ils signent des actes d'engagement pour les individus. On doit signer des actes d'engagement pour l'intérêt supérieur de la nation. Et pour la plupart, est-ce quand vous posez la question à ces gens, est-ce que vous avez servi la République? Donc, il faut arrêter à servir les individus ou un groupe de gens. Il faut servir la République. Et la République, je vous dis ici, je vous parlais des statistiques. La RDC, nous voulons, à ce qu'on puisse nous dire, pour le premier trimestre de 2021, les Congolais vivaient avec moins $1. Maintenant, c'est plus de $3. Si on est en train d'éventurer, on voit comment nous sommes en train de progresser. Mais pendant des années, on est toujours là stationnaire. Donc, je pense que, vous savez, il y a ce qu'on appelle un environnement. Moi, je ne peux pas... Les gens qui travaillent dans un environnement donné, ils sont maintenus par cet environnement. Le système, les voilà, lois, voilà. Okay. Vous avez parlé ici du professeur Sylvestre Lukamba, mais c'est un professeur d'université. Mais moi, je ne peux pas vous dire que sinon c'est un incompétent. Non, mais il est dans un système. Les systèmes nous disent, il veut faire ceci, non, stop. Il veut faire ceci, stop. Donc, je pense qu'il faut avoir les mains libres d'abord pour mettre l'intérêt général de la population en première position. Et le discours du président Tshisekedi, il n'est pas dit que c'est un chèque en blanc. On dit, bon, monsieur le président, la philosophie, c'est ici. Première année, évaluons. Nous sommes à quel niveau? En termes d'infrastructure. Ah, vous ne lui donnez pas un chèque en blanc? Non, voilà, pas du ça tout. Nous rassure parce qu'on avait l'impression que c'est vraiment... Non.
Donc, vous êtes sûr que vous allez contrôler cette fois-ci le nouveau gouvernement? On doit évaluer. Vous allez contrôler le nouveau gouvernement? Si, absolument. Après un laps de temps, vous contrôlez, après un laps de temps, vous contrôlez. Vous savez aussi que ce qui a fâché au niveau de l'Assemblée nationale, c'est qu'on a bloqué carrément les contrôles parlementaires, les initiatives parlementaires bloquées. Je me dis, mais pourquoi on bloque? Parce que pour quitter d'un budget à un chiffre, à deux chiffres, il faut serrer, il faut contrôler pour que les avoirs puissent être orientés vers les trésors publics que vers les individus. Voilà, nous allons continuer, mesdames et messieurs, nous allons parler du Sphinx de Limété. Vous le savez, cette année, 4 ans déjà qu'il nous a quittés. Il y a eu beaucoup de manifestations, beaucoup d'hommages rendus à ce grand monsieur qui a créé le grand parti UDPS à l'époque, la fille aînée de l'opposition. Je me rappellerai encore comment on le soutenait avec la référence plus à l'époque, le journal rouge. Voilà, donc nous allons en parler tout à l'heure. 4 ans avec l'hommage rendu à Tshisekedi. Et le point de presse, évidemment, du PPRD, des jeunes, je précise bien, du PPRD, parce qu'il y a vraiment un vent qui souffle dans ce parti. Les jeunes ne veulent plus d'Emmanuel Chadari à la tête de leur parti. Les jeunes veulent un nouveau vent pour consolider encore ce parti qui est le PPRD. Il était un patriote. Il aimait son peuple. Il a dit le peuple d'abord. Ni baba la démocratie. Il s'agit de celui que plusieurs avaient surnommé Sphinx de Limété. Étienne Tshisekedi, c'est lui qui a libéré le pays des dictatures qui se sont succédées bien avant l'arrivée de son fils aux affaires, précise la SBL, qui s'est chargé de pérenniser sa vision. Il a combattu les dictatures pour tout simplement faire de nous des hommes et des femmes libres. C'est la liberté qui comptait pour lui. Il ne voulait pas que nous soyons esclaves. Il voulait que nous puissions avoir aussi les progrès sociaux. C'est pourquoi son parti politique, à lui, s'appelait UDPS. Progrès social. Aujourd'hui, nous, dans Vichidé, nous voulons pérenniser ces idées. Pour la Vichidé, avec Félix au pouvoir, aujourd'hui, Tshisekedi n'est jamais mort. Étienne Tshisekedi n'est jamais mort. Nous suivrons, nous poursuivons d'ailleurs, c'est l'objectif de Vichidé. Nous sommes en train de pérenniser sa vision et c'est de cette manière-là que nous le maintenons en vie. Moi, je suis Mwikala uyakumpa na muji mu continuité wa muji mwao. Alors quand tu es recruté parce que moi c'est muji mwenda mu ukumbaisha. Le changement est possible aujourd'hui avec le président actuel parce que le président actuel est le premier vichidien parce que lui, il partage avec nous les mêmes valeurs que le professeur Étienne Tshisekedi nous a laissées. Se voulant proche des populations pour des solutions idoines aux maux qui rongent la communauté, la Vichidé s'est fixée notamment de dénoncer les antivaleurs, un de ses objectifs majeurs. Chichi, E52, l'homme de l'état des droits, Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Gouverneur de la ville, Ayanola Dibiso na Mokanda Naye. En tant que républicain, on a essayé de faire voir au gouverneur de la ville que le geste barrière et qu'on la respecter. Mais tu as noté, moi, volonté moko ferme à quoi empêcher, tu as muselé biso. Au regard, il y a un combat au Tozanango qui du moins est un combat noble. En tant que républicain, tu as dit que tu as annulé marche. Au Ezalaki, na objectif moko ko installer comité de crise na kati ya parti na biso to bengi PPRD. Tozwaki likanisi ya ko se retirer en comité restreint pour to meka ko ba lolenga nini to ko projeter likanisi yo tozaki nango to komi na esika to kanisa ke to ko sala moi réunion moko ya comité restreint to moni la police aye lisusu pona ko bimisa biso na kati ya salle. Encore une fois, tu as adopté attitude moya ko éviter accrochage pour tozali bakitami ya Joseph Kabila. Toko bundana police te, mais tu rassurer camarades, secrétaires permanents, honoraires que ce combat est sengeli ozwango très au sérieux. Nous sommes au courant des manigances
oyo ezalaki préparé na bureau na yo ezalaki ballon d'essai to comprendre ndenge nini au fonctionnaka to ningisi yo muke zala calme, ce n'est que le début. Monsieur Pakala, là je vous prends comme journaliste, rédacteur, propriétaire d'un grand hebdo. Est-ce que vous avez eu la chance d'interviewer Étienne Tshisekedi de son vivant? Oui, je dois avoir ces privilèges. Parce qu'à un moment, quand moi j'ai lancé la première édition de la référence, c'était le 2 avril 90. Donc, à la veille... 31 ans déjà. Hein, ouais, à la veille du discours historique du président Mobutu à lancé. Voilà. Et bon, on a spéculé un peu sur ce discours. Et j'ai réalisé beaucoup d'interviews avec Étienne Tshisekedi. Et à un moment, on me parlait du journal de l'UDPS au Caromate. Bon, alors moi, je me disais, bon, écoutez, c'était une bonne chose parce que le pouvoir de Mobutu n'arrivait pas à nous situer. Nous disions, non, nous sommes indépendants. Mais ils disaient, non, vous êtes le journal de l'UDPS. Jusqu'à ce qu'ils ont mené des investigations et que nous, on servait la République. On voulait faire la presse autrement. Autrement. D'où vient le surnom du Sphinx, en fait? Bon, ce surnom. Oui, mais vous savez, les qualités d'Étienne Tshisekedi, c'était des qualités tout à fait exceptionnelles. Vous savez, par exemple, au Palais des Marbres. Il y a eu beaucoup de palais de marbre. Voilà, mais là où il a biffé, mais voilà. C'est peut-être 2 ou 3. Voilà. Là où il a biffé, on dit non, mais le docteur Étienne Tshisekedi, c'est un juriste. Mais quand on dit biffer la maçon inutile et vous signez, il dit non. Mais lui dit, il voyait les choses autrement. Le fait qu'il avait une vision tout à fait particulière. Les gens disaient non, le monsieur ici, non, il est envoyé pour, comme lui le disait, il lui faut vaincre la peur. Et à ce moment-là, il y avait la soldatex de Mobutu. Mais lui, il les affrontait. Hein. La DSP de Mobutu à l'époque. Oui. Les Ibou, les voilà. Ibou, lui, il arrivait à les affronter. Et c'est pourquoi ils disent non, le monsieur ici, c'est un monsieur exceptionnel. Okay. Et c'est par rapport à ça, on dit les sphinx délimité. Qui ne parlait pas beaucoup, c'est peut-être par rapport à la CNS aussi. Je crois que vous avez couvert la CNS à l'époque. Oui. On a dit qu'il ne parlait pas beaucoup, il restait là. On a couvert la CNS et là, on a fait réellement le journalisme parce que les jours où il a été voté, nous, on a passé la nuit et à la rédaction jusqu'au résultat. Et quand on disait Kankou, Kankou avec Moussengo, tout ça. Bon, on a couvert tout ça. Donc à 5h du matin, on avait notre journal. Et voilà. J'aime bien les petites comparaisons. C'est vrai, à l'époque, quand Kabila a pris le pouvoir, on a dit que Kabila a opté une ligne de politique tout à fait opposée à celui de son père. C'était vraiment pas musée à l'époque. Et aujourd'hui, beaucoup disent aussi que le président Fachi est l'opposé de son père. Il est trop conciliant. C'est peut-être, je cherche le terme, peut-être conciliant, trop bon, trop ouvert. Voilà, et pourtant son père était, quand il dit non, c'est non. Il biffe l'émotion. Quand il veut pas de quelqu'un, il le manifeste. Est-ce que les deux fils sont-ils diamétralement opposés à leur père biologique et politique, si je me permets? Vous qui les avez côtoyés aussi en tant que journaliste, quelle lecture faites-vous des fils et des pères? Je dois d'abord commencer, si je commençais par Laurent Désiré Kabila avec Joseph Kabila. Bon, vous savez, Laurent Désiré Kabila est arrivé et il est arrivé avec ses amis, ceux qui l'ont accompagné. Et déjà, tu sais qu'elle disait, dites-nous, on paye combien les gens qui vous ont accompagné là? Parce qu'ils sont encombrants. Mais à un moment, et puis, Laurent Désiré Kabila, quand il est arrivé au pouvoir, lui, il avait pratiquement les discours des années 60. Et on dit, bon, il était un peu... tranchant. Voilà, mais il était un peu... il a perdu un peu le pédale parce qu'il ne s'adaptait pas aux réalités.
Et moi, comme journaliste, je disais que donc il y a eu, on peut dire que toute personne a des qualités, a aussi des défauts. Un aspect des défauts que moi j'avais relevé, c'est que le président le fait Laurent Désiré Kabila, et quand il négociait avec les partenaires, avec les États-Unis ou les autres, lui il dit, comme disait Mobutu, N-O-N, c'est-à-dire non. Mais alors qu'en diplomatie, mais souvent on dit bon, arrondir les angles. Je voulais dire oui, mais lui c'était pas ça. Lui dit non, c'est non. Toi, ne dois pas s'amuser avec nous. Bon, j'étais à sa conférence, je disais, j'ai raccroché le téléphone de Madeleine Albright. Bon, on se dit, ça c'est très dangereux pour un président. Voilà. Et je vous ai dit qu'il était aussi mal entouré. Mal entouré parce que ses amis qui l'ont accompagné ne voulaient pas qu'il puisse réussir. Parce que ils sont venus pour que vous avez dit, à chaque fois on disait, le président autoproclamé. Pourquoi revenir sur l'autoproclamé? Parce qu'il autoproclamé à Lubumbashi, si je me souviens, avant l'arrivée à Kinshasa. Alors là, ses amis, ils avaient un autre schéma. Je dis, mais comment le monsieur ici a fait ça? Il s'est autoproclamé. Donc, il était mal entouré. Vous savez que moi, quelque part, quand il y a eu l'envoyé du président Clinton, Jesse Jackson, il arrive, le pasteur. Bon, il arrive, l'envoyé d'un chef de l'État. Mais au niveau des affaires étrangères, on conseille mal le président. Bon, un envoyé spécial, il peut venir, il dit, bon, je vais aller visiter Congo Web. Mais pourquoi vous dites, non, il ne peut pas aller là-bas. Il lui dit, bon, je vais aller chez Tshisekedi. On dit, non, on ne peut pas commencer là-bas. Bon, c'est comme s'il est allé se ressourcer. Mais les amis du président disent au président, non, il ne faut plus le recevoir. C'était une erreur. Parce qu'un envoyé spécial d'un président, vous le recevez, vous pouvez ne pas prêter oreille. Mais le fait, le recevez quand même avec dignité. Le fait de ne pas le recevoir, il y a eu des répercussions. Et par rapport à Fachi, par rapport à son père, voilà. Qu'on gagne le temps. Fachi par rapport à son père. Est-il aussi l'opposé de son père? Oui. Bon, je ne dirais pas, mais je dis peut-être qu'il dit en d'autres termes. C'est que son père ce que disait son père. Voilà. Blesser les susceptibilité. Voilà. Et son père, il disait le problème du Congolais, c'est la mentalité. Changement de mentalité. Tout. On doit travailler pour le pouvoir d'en revenir au peuple. Bon, et ça, l'actuel président, il essaie un peu d'habiller pour qu'il adapte ça aux réalités actuelles. Il n'est vraiment pas l'opposé comme tel, mais il essaye... Un peu la continuité de son père. Voilà. Les jeunes du PPRD, vous pensez que ce parti tend vers sa mort? Parce qu'on dit souvent quand les chefs de partis politiques ne s'impliquent plus dans la gestion des partis politiques, les partis se meurent en République démocratique du Congo. Est-ce que le PPRD, il y a déjà une autodestruction programmée? Bon, moi, là, c'est l'âme du journaliste. Oui, non. Là, je ne peux pas affirmer. Je vous dis. Est-ce qu'il y a déjà des germes de son autodestruction? Vous savez, le problème, c'est d'abord les échecs. À chaque fois que vous savez que l'échec est orphelin. Si c'était la réussite, c'est tout le monde. Ah, on a travaillé, on a réussi. Mais quand on a échoué, on trouve toujours quelqu'un qu'on doit faire porter les chapeaux. On dit, c'est toi. Mais je pense que c'est aussi ça. Mais je pense qu'il faut examiner sur l'ensemble des organes. Bon, je vous parlais du parti pour un PPRD. Donc, parti du peuple. Pour le renouveau et quelque chose comme ça. Les développements. Bon, mais je pense que les développements, si on essaie d'évaluer, PPRD nous amener où en termes de développement? Bon, le bilan, je pense qu'il faut qu'ils essaient de dresser ces bilans, mais la jeunesse aujourd'hui, elle a fait mieux que... parce que quelque part, on dirait que c'est aussi un conflit de génération.
Bon, je pense que le parti, avec les jeunes et le vieux, ils doivent se mettre ensemble et trouver une piste de solution pour sauver ce parti. Voilà. Nous allons terminer par le social, mesdames et messieurs, comme nous ouvrons par le social, nous terminons par le social. Nous allons parler un peu de ce drame qui s'est déroulé au bord du fleuve Congo vers la route c'est l'avenue du tourisme, voilà. Vers Mimosa, là-bas, la route. Donc, ce jeune homme qui a été retiré des eaux, les images étaient assez horribles. Et toute notre compassion à sa veuve, et voilà, ça fait excessivement mal. Et nous allons parler de la venue de deux Allemands. Ils arrivent très bientôt. Vous les avez attendus assez longtemps, mais je crois que cette année, ils vont commencer les études pour la construction de ce qu'ils ont promis, chemin de fer et bien d'autres choses. Nous allons terminer par là, mesdames et messieurs. La délégation syndicale de la Société nationale des loteries, SONAL SA en sigle, dénonce l'exploitation et l'organisation illégale de jeux de hasard par la société CongoBet. La délégation syndicale demande au procureur général près de la Cour de cassation et au coordonnateur de l'Agence de la prévention de lutte contre la corruption de se saisir de ce dossier afin de traquer cet exploitant illégal et leurs complices qui opèrent sans titre ni qualité, sans être au préalable passés par la SONAL SA, conformément à l'ordonnance présidentielle numéro 84/156 du 4 juillet 1984 qui consacre le monopole de l'organisation des jeux du hasard à la SONAL SA, dont l'État congolais est l'actionnaire majoritaire. Demande à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, de s'impliquer dans ces dossiers afin de mettre hors d'état de nuire tous ces inciviques qui violent de manière délibérée les lois de la République dans le but de ternir et de saboter l'état de droit prôné par le chef de l'État. La délégation syndicale de la SONAL SA invite le peuple congolais à ne pas faire confiance à cet exploitant illégal pour ne pas tomber dans le piège de l'escroquerie à l'exemple de Agemi, Bindo, Nguma, My God Rêve. Il n'y a pas de PMI à Sika. La délégation syndicale demande au directeur général, tous les agents et cadres de rester mobilisés afin de défendre le monopole de la SONAL SA conformément à l'article 7 de l'ordonnance présidentielle numéro 84/156 du 4 juillet 1984. C'était vers 22h. Les Quinois se sont réveillés ce matin avec cette triste nouvelle. Ayant appris ce drame qui se produit pendant les heures du couvre-feu, l'autorité urbaine a fait le déplacement du lieu pour en savoir plus. Sur place, les témoins ont fourni des explications à Jean-Tini Ngobila. Choqué par cet incident malheureux, le gouverneur va annoncer la tenue d'une réunion de sécurité. Au début, on nous a dit que c'était un minibus qui avait été englouti par le fleuve, donc c'était un accident. Et quand nous sommes arrivés, on nous a dit que c'est plutôt une petite voiture qu'on appelle comme une maquette qui est tombée dans le fleuve Congo avec à bord quelques voyageurs. Alors à ce niveau d'information, je vais avoir une réunion de sécurité tout à l'heure. Je vais faire appel aux services compétents, capables, susceptibles de faire des recherches en vue donc de repêcher les corps s'il y en a. Parce que selon les informations qui nous ont été fournies, là où l'accident a eu lieu, donc on n'a trouvé personne, c'est-à-dire qu'ils sont sous les eaux donc, du fleuve Congo. À en croire le chef de l'exécutif provincial, il n'y a pas moyen d'identifier les victimes. La famille Nabango, moyen pour identifier Mutuka. Ils ont été immatriculation et pessamité, donc ils ont passé Mingi. Pêcheur peut identification.
jantes et puis Nandambo ya pare-choc parce qu'avant Moutouké Kotalamai et Betaki trottoir. Selon les plongeurs trouvés sur place, cette voiture communément appelée ketch serait à près de 30 mètres de profondeur du fleuve Congo. Sous le haut patronage de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, la société Congo Railway AG procède ce lundi 8 février 2021 à la cérémonie de lancement des études de faisabilité de son projet ferroviaire en RDC, de 10h à 13h au fleuve Congo Hotel. L'interconnexion de la RDC du nord au sud, de l'est à l'ouest, bientôt une réalité. Député national, vous avez vu l'accident qui s'est passé sur la route du tourisme, l'avenue du tourisme. Monsieur Ipakala, est-ce qu'on ne peut pas mettre des barrières tout au long de cette route? Non, je me pose simplement la question parce que une voiture qui quitte la chaussée jusqu'à s'engloutir dans le fleuve, c'est quand même impensable. S'il y avait peut-être des protections, je ne sais pas. Oui, je pense que je dois dire que c'est un mystère. Aussi longtemps que les enquêteurs ne nous ont pas encore révélé ce qui s'est passé, juste pour le moment. Je refuse de spéculer, mais sinon, je regrette parce que les Congolais, on n'a plus besoin de pertes en vie humaine. On a vraiment besoin de toutes les têtes pour que nous puissions nous adonner au développement de ces pays. Bon, les chauffeurs, jusque-là, on ne nous a pas encore dit il était dans quel état, est-ce que c'était l'ivresse, mais tout ce que nous pouvons dire pour le moment, c'est de la spéculation. Et je me refuse de relayer la spéculation. Mais on regrette qu'il y ait mort d'homme. Vraiment dommage et vraiment, bon, les images ont circulé, je sais que les images sont assez poignantes, quand même affreuses, et je pense que les gens ont quand même la dignité et la sagesse de ne vraiment pas trop partager ces images, penser un peu à sa femme, penser un peu à sa famille, parce que c'est vrai que nous cherchons deux fois le scoop, nous cherchons l'information, mais ayant quand même la gentillesse de masquer certaines choses, parce que voir le corps d'un compatriote comme ça, gisant, il a fait 24 heures sous l'eau, c'est pas très beau à voir, et ayant quand même aussi la décence en tant qu'être humain, de ne pas trop publier ces genres d'images. Même nous, dans la déontologie journalistique, il y a certaines images qu'on doit flouter, il y a certaines images qu'on ne doit pas montrer comme ça à vif. Ça fait extrêmement mal. Ce que moi j'ai vu, c'était vraiment à vif. Ça fait extrêmement mal. Parce que penser, ça pouvait être votre frère, ça pouvait être votre neveu, votre ami, ça fait extrêmement mal. La puissance des réseaux sociaux, des fois, nous déshumanise. Et ça nous rend moins humains. Et je pense que nous sommes humains, nous devons avoir d'autres valeurs à préserver. La venue des Allemands, c'est vrai, beaucoup de choses ont été dites par rapport à ces Allemands. Les Congolais ont tellement perdu confiance. Je dis, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Les Congolais ont perdu la confiance envers les autorités. Il y a une sorte de cassure. Et cette fois-ci, ce qui a été promis va se réaliser. Les Allemands sont là ce lundi pour les études. Bonne chose, selon vous? Oui, moi je dois dire bravo. Parce que, vous savez, on était en train de parler ici de l'émergence de la RDC. On ne peut pas parler de l'émergence sans infrastructure ferroviaire, routière, sanitaire et autres. Et les Allemands qui viennent mener des études pour l'interconnexion, pour construire des chemins de fer qui pourront traverser de l'ouest, de l'est à l'ouest, nord au sud. Je pense que ça c'est bravo. Et même la hauteur de l'investissement, 25 milliards, selon ce que j'ai ouï dire. Donc je pense que c'est quelque chose... Quelque chose est prévu pour Bafoussendé? Bon, je ne sais pas encore l'itinéraire, ça va passer par où. Mais vous savez, dans ce qu'on appelle l'interconnexion, ou même, nous disons, le transbordement, dans certains pays, là où passent les trains, il y a la route qui arrive là-bas, et le bateau. Et quand je prends l'exemple de la province de la Tchopo, de la ville de Kisangani, et souvent là-bas on parle du corridor nord. Donc ça relie Mombasa
au port de Kisangani. Et ça, c'est par route. Et puis, ça va jusqu'à Kinshasa, jusqu'à l'océan Atlantique. Donc, ça relie pratiquement l'océan Indien à l'océan Atlantique. Mais s'il y a maintenant, avec le projet des Allemands ici, on ne sait pas encore ça va passer par où, ça sera encore une bonne chose et on pourra réellement parler de mouvements de biens et de personnes. Parce que dans certains pays, si je peux donner l'exemple des États-Unis, du Nord aussi, vous pouvez dire, bon, je prends l'avion, je dis non, moi je fais la route avec ma voiture, ou même avec un bus. Non, moi je prends les trains. Le train, ouais. Tout est connecté. Voilà. Hein? Quand vous êtes, par exemple, à Washington, vous dites Station Union. Donc, vous pouvez partir de là, au Canada, partout. Même au Mexique. Et voilà. Nous allons terminer par la Chopo. Je suis de la Chopo par alliance. Est-ce qu'il y a un renouvellement de la classe politique chopolaise? Je ne sais pas comment on peut appeler comme ça, chopolaise, inventons le nom, parce que quand je lis l'histoire de Kisangani, la ville martyre, il y a eu depuis 60, il y a eu 2 guerres, hein, si je ne me trompe pas, Kisangani, il y a eu les mercenaires à l'époque, tout ça, la ville de Kisangani a été fortement touchée par les guerres civiles, même dernièrement la guerre de 6 jours. C'était 6 jours, hein, où les Ougandais et les Rwandais se sont battus dans la ville de Kisangani, la ville martyre, la ville touchée. Cette indemnisation, déjà? Non. Non, il y a un semblant. Un semblant d'indemnisation qui a commencé. Mais je dois vous dire que Kisangani, on n'aime plus parler de la ville martyre. Ah, vous n'aimez plus ce mot-là? Non, on parle de la ville d'espoir. Ah, la ville d'espoir maintenant. Bravo. Oui, vous n'êtes plus la ville martyre. Non. Parce qu'on va continuer à parler de martyr jusqu'à quand? C'est la ville d'espoir aujourd'hui. La ville d'espoir. Mais je dois vous dire que Kisangani, dans les temps, c'était le 3e pôle. C'est la 3e ville de la République démocratique du Congo. Et nous sommes en train de travailler. Vous savez que les Belges, les colons, ils ont laissé à Kisangani un institut facultaire, IFA Yangamp, l'agronomie. Ils ont laissé INERA, recherche agronomique, avec autant de villas à Yangamp. Ils ont laissé ICA Bengamis, toujours l'agronomie. Ça suppose qu'il y a quelque chose qui se cache. La province de la Chopo peut nourrir toute la RDC. Mais il faut travailler. Il faut effectivement travailler. Il faut se mettre au travail. Bon, les gens, c'est vrai que les pouvoirs qui se sont succédés, bon, ils se servaient un peu de la Chopo comme un tremplin, marchepied, mais cette fois-ci, on se dit, moi, par exemple, pour démarrer ce que j'ai pu démarrer en termes de foyer de développement, je dis, aide-toi et le ciel vous aidera. Je n'attends personne, je démarre. Et je me bats contre Madame la pauvreté avec les moyens de bord. On me dit, non, il faut démarrer. Si le gouvernement pourra venir, bon, il va nous trouver en train de partir. Et c'est un peu cet esprit-là. Renouvellement de la classe politique déjà pour Kisangani. Aujourd'hui, il y a des gens qui... Oui. Mais entre-temps, on travaille pour que, comme partout en RDC, des petits conflits, il faut mettre l'intérêt général en première position. Et nous sommes en train de travailler par rapport à ça. Et il faut aussi se battre pour que on ne soit pas toujours derrière le grand parti. Il faut se créer des partis politiques et c'est ça le renouvellement de la classe politique. Donc il y a un travail qui s'est fait dans ce sens. Vous êtes sans oublier que vous, de la Chopo par, disons, par alliance, donc la Chopo, là, la ville de Kisangani, et je pense que pour vous, il n'y a pas de problème, mais certains hommes qui vont à Kisangani, comme ils trouvent les Litouma et tout ça, mais il dit non, mais ici... Les loquelés, avec leur Litouma. Mais si c'était un paradis. Oui, c'est vraiment un paradis, Kisangani, c'est vraiment un paradis. Moi j'y ai été, c'est une des belles villes, parmi les belles villes. En tout cas, la bouffe, c'est ouf. Je vous assure, on avait des routes, on allait manger très bien. La force des infrastructures. J'espère qu'avec les Allemands qui viendront, la République démocratique du Congo sera reliée entre elles et on pourra manger du bon litouma et du bon poisson en provenance de la Chopo. En tout cas, c'est les souhaits de tout le monde. Merci donc, Ipakala, d'être passé à la barre. L'expression est consacrée. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre fidélité à cette émission. Merci à Alva Kediazo qui a contribué à cette émission, à la réalisation, Frédéric Kipimo et Maurice Gigandou. Merci à celui plutôt, aujourd'hui c'est celui qui m'a habillé ce dimanche, Chéri et Sam, et un coucou à
tous ceux de la Chopo, principalement les Lokele. Okay. Ah, le Lokele, parce que je suis Lokele par alliance. Okay. Donc, merci à tous les Lokele et spécialement à Emmanuel Mungulasso, le père de mes enfants, merci. Et merci à tous les Lofoli. Donc, mesdames et messieurs, merci et bonne suite de programme à Congo Web Télévision. On se retrouvera avec le même plaisir le dimanche prochain. Inch'Allah.